Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevege, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro, des cinémas afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve donc les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries afro. Lors des précédentes rooms, on a parlé du documentaire My Life, qui porte sur la Queen Mary J. Blige. Puis on a fait un débat sur le comédien John David Washington, qui a interprété le rôle de Beckett. Et il y a 15 jours, nous recevions le charismatique Steve Tienche pour une masterclass. Ce soir, le Ciné Club Afro se penche sur le film Menace to Society des frères Hughes. Je suis Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Essimi Mevege, journaliste et critique ciné. Bonsoir à tous. Ravi de vous revoir après 15 jours. Et comme tu l'as dit, Samba, la super masterclass qu'on a eu la chance de faire avec Steve Tienche, acteur qu'on peut retrouver dans la série Germinal diffusée sur France 2. Voilà. Et donc, je vous préviens tout de suite, comme c'est indiqué en titre, la room elle est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Au sommaire, donc la présentation du film et le contexte de sa sortie. Puis ensuite, on vous fera monter pour que vous puissiez partager votre analyse du film et nous expliquer pourquoi vous l'aimez ou pourquoi vous le détestez. Puis, on aura le grand débat du jour. Est-ce que Menace to Society est un film qui a eu une influence néfaste pour les banlieues françaises notamment. On terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Vaste débat sur la deuxième partie du Ciné Club Afro. Ouais, mais on va avoir 1 heure là pour discuter tous ensemble. Alors, je démarre le pitch. Donc, Menace to Society, c'est un long métrage sorti en 93, réalisé par les frères Allen et Albert Hughes. L'histoire se déroule à South Central, à Los Angeles, dans les quartiers noirs. On a Kane, un lycéen qui vient d'avoir son diplôme, mais qui n'est visiblement pas très intéressé par la poursuite des études et il se laisse glisser dans le quotidien des jeunes de son quartier, entre deals, braquages, beuveries et fusillades. Il est accompagné, voire entraîné plutôt par O-Dog, un petit voyou à la gâchette facile. Mais on a certains de ses proches qui vont quand même essayer de le convaincre de donner un sens à sa vie avant qu'il finisse assassiné comme pas mal des jeunes noirs de ce ghetto. Essimi, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur Menace to Society ? Comme tu l'as dit, le film est sorti en 1993. C'est le premier long métrage des frères Hughes, Allen et Albert Hughes. Le film symbolisait l'émergence des hood movies, c'est-à-dire des films sur les ghettos afro-américains, qui sont arrivés au début des années 90, dont le chef de file était Boys in the Hood de John Singleton, sorti en 1992. Menace to Society fut salué par la critique par une mise en scène virtuose et la qualité des performances des acteurs, malgré des scènes violentes et des dialogues très crus. Avec Menace to Society, les frères Hughes deviennent les nouvelles coqueluches de Hollywood. Ils réalisent par la suite des films marquants tels que Dead President, en français Génération sacrifiée. L'histoire, c'est la vision afro-américaine de la guerre du Vietnam. From Hell, sur le célèbre tueur en série Jack l'Éventreur avec Johnny Depp. Et surtout le livre d'Eli, un film de science-fiction avec Denzel Washington. Voilà ce qu'on pouvait dire de manière très courte sur les frères Hughes. Et à quel moment est sorti le film Menace to Society. Je peux enchaîner pour donner mon point de vue sur le film. Ton analyse personnelle. Alors, pour moi, les frères Hughes sont des génies en termes de réalisation et de mise en scène. On le voit dans leur filmographie, avec Menace et tous les autres films que je viens de citer. Mais sincèrement, Samba et tous ceux qui sont dans la room, au moment où j'ai vu, à l'époque de la sortie du film Menace to Society, je n'ai pas aimé le film. Je le considère comme un film bourrin.
avec des scènes ultra violentes, inutiles, un genre Far West, un genre de Far West où ça tire à tout va. Et aussi, ça c'est ma première grille de lecture. Et en deuxième grille de lecture, j'avais le pressentiment de voir un dessin animé de Disney, Tex Avery, car si on compare ce film à Boys in the Hood de John Singleton, il manquait justement dans Menace toute cette dimension émotionnelle et politique qui avait marqué moi, ma génération, quand on a vu pour la première fois Bones in the Hood. On est totalement dans l'exagération quand on regarde Menace to Society. Et même si je salue quand même la performance des comédiens, notamment Lawrence Tate dans le rôle de Hot-Dog, j'ai trouvé que le film, en termes de narration, était pour moi de très mauvaise qualité, au détriment d'une formidable mise en scène et une réalisation qui va faire en sorte que les frères Hughes vont devenir par la suite, et avec le succès de ce film, parce qu'il a eu quand même un succès critique, bizarrement, et aussi public, les frères Hughes vont devenir les nouvelles stars d'Hollywood et qui pourront ensuite enchaîner justement avec Dead President, un film sur la vision afro-américaine de la guerre du Vietnam. Voilà mon point de vue sur Menace to Society, et Alors, on peut ouvrir la roue. oui, donc maintenant vous pouvez monter, venir donner votre analyse. Voilà. Donc on précise au départ, l'idée c'est pas de tout de suite entrer dans le débat qu'on a suscité. La question c'est plutôt déjà d'abord de situer le film, donner votre analyse de ce film, comment vous le considérez, est-ce que vous l'appréciez ou pas. Quel est l'intérêt de ce film, quoi, déjà, dans un premier temps. Rax, t'es le premier à être monté. Ouais, je crois pas que j'avais, mais ok. Déjà, bonjour. Tout le monde. Salut Rax. Ça fait longtemps. Je vois qu'il y a Booba dans la salle aussi. Big up, frérot. Moi, Menace, quand il est sorti, j'étais un peu jeune, mais comme j'ai des oncles un peu funky et totalement irresponsables, je l'ai vu quand même très tôt. Donc, moi, le premier truc que je me suis dit, c'est que parce que j'étais petit, quand il est sorti, je crois que j'avais 6 ou 7 ans. Donc, j'étais petit, mais je l'ai regardé, j'ai kiffé. Et, dans un premier temps, tout ce que je me suis dit, c'est que, ouais, super, c'est un film avec des noirs. Parce que, à l'époque, c'était pas monnaie courante, tu vois, de voir un film avec des noirs, mais, tu sais, de voir un peu des scènes de vie quotidienne de noirs, c'était pas du tout courant. Ça, c'était ma première lecture du film parce que j'étais tout petit. Et quand j'ai grandi, après, je l'ai re-regardé vers 12, 13, 14 ans comme ça. Et là, le premier truc que je me suis dit, c'est que j'ai eu l'impression un peu de voir un espèce de Boys in the Hood, mais non censuré. Tu vois? Parce que j'ai toujours trouvé Boys in the Hood très à l'eau de rose, romancé, avec plein de passages larmoyants pour rien. Et que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, on vit les choses et on passe au travers et puis c'est tout. Et c'est ce côté-là que j'ai retrouvé dans Boys in the Hood que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas dans Menace, que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas dans Boys in the Hood, tu vois. Donc moi ça m'a surtout fait cet effet-là que le film il soit beaucoup plus réaliste, beaucoup plus peut-être violent, mais en même temps très réaliste, quoi. Parce qu'au même moment il y avait les infos qui passaient qui disaient que Los Angeles c'était n'importe quoi parce qu'il y avait les guerres de gangs complètement hors de contrôle, que c'était la capitale des États-Unis pour le meurtre et tout, etc. Et je trouvais que ça dépeignait bien la réalité d'LA, quoi. C'est très intéressant ton regard et ta comparaison, Rax, enfin Rudy, parce qu'on se connaît, toi et moi, Rudy. C'est très intéressant ton regard sur Menace to Society par rapport à Boys in the Hood, parce qu'en plus, à la différence de Boys in the Hood, Menace to Society aux États-Unis n'a rien déclenché. Alors que Boys in the Hood, à sa sortie, a déclenché des émeutes aux États-Unis. Justement par son réalisme. Justement par la rivalité entre les quartiers Crenshaw, South Central, etc., etc. Donc c'est très intéressant, puisque toi tu estimes que Boys in the Hood était moins réaliste que Menace to Society. Or, aux États-Unis, c'est Boys in the Hood qui déclenche des émeutes.
Donc Après, ça montre quand même dans les quartiers à Los Angeles où il a déclenché des émeutes au moment où le film était projeté pour la première fois dans les salles, que ceux qui ont vu le film voyaient quand même un certain réalisme que je c'est aussi le trouve premier. absolument pas dans Smith, comme Menace to Society. Mais bon, c'est mon point de vue. c'est aussi le premier, frérot. Le premier truc qui arrive dans un genre où il est pionnier, ça fait forcément un effet bœuf. C'est obligé. Parce que c'est le premier, il n'y en avait pas avant. Le seul film où on voit des jeunes, des Kaira, des gang members, etc. avant ça, vas-y, c'est Colors. Mais sauf que Colors, c'est un film policier avant d'être un film social ou qui parle de jeunes, Ouais, je qui le parle de considère pas comme gangsters. un hood movie, moi. Voilà, c'est un film policier où Ouais. on dépeint des gangsters à un moment. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, Là, bien on sûr, te montre la je vie comprends tout des à fait. gens. Donc forcément, là, c'est la première fois qu'ils voyaient ça. C'est obligé que ça leur explose au visage. Mais vraiment, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, voilà, Boys in the Hood, quand on le regardait, c'était bien romancé, avec bien la touche, tu sais, la vie amoureuse du gars, bien, il est là, il est gentil, il attend que sa meuf soit prête, tu sais, j'ai trouvé ça un peu. Il y avait Ouais, un mais côté en fait, beaucoup il est trop à plus l'eau de rose par spectaculaire, quoi, rapport c'est au ça. reste. Alors que, C'est surtout que Menace est plus spectaculaire parce que c'est vrai que Boys in the Hood, au final, il y a pas tant de fusillades que ça dans le film, tout le long du film. Et ouais. donc, mais est-ce que dans la réalité, c'est pas ça en fait? Est-ce que dans la réalité, justement, il n'y a pas des fusillades tout le temps, les gens tirent pas pour un Bah rien? justement, si, à cette époque-là, c'était un peu ça, elle. Cette époque-là, elle, Oh, c'était t'exagères un Irak. peu quand même, Rax. Ben, c'est pas T'exagères un moi peu, qui là, le quand dis, même. c'est pas Oh. moi qui le dis, c'est le Times, hein, frère. Il disait qu'à cette époque-là, LA, c'était pire que l'Irak. C'est pas moi qui le dis, les gars. Euh, C'est les reporters américains eux-mêmes, c'est pas moi. Non, mais parce que Boys in the Hood, c'est inspiré d'un morceau de Ice Cube. Hein. Il le disait Oui, très oui, clairement, je John sais, je Singleton. sais. Donc Ice Cube, on peut pas soupçonner d'Ice Cube édulcorer Los Angeles et les quartiers noirs à Los Angeles. C'est ça, en Mm. fait. Dans Boys in the Hood, on banalise pas la violence. Or, dans Menace to Society, je trouve qu'on banalise beaucoup la violence. Elle devient accessoire, elle devient... voilà. C'est alors, mon point de vue. Hein. parce qu'il y a d'autres qui sont montés dans la room, on va faire tourner le micro. Et Simi est disparu. Daryl, est-ce que tu veux ouvrir ton micro et nous dire ce que tu as pensé de ce film? Oui. Bonsoir à tous, si vous m'entendez. Excusez, je suis un peu dans le Ouais, couloir. il y a pas mal de bruit. Est-ce que t'as pas moins Oh, isolé ouais, je un suis peu? dans un quartier populaire actuellement. Comment? Est-ce que je peux prendre la parole plus tard? Ouais, reviens plus tard, c'est mieux. D'accord, pas Oui, de problème. je peux revenir plus tard. Alors, Ok. on a le frérot Basley. Euh, Yes. tu as vu Menace? Ouais, mais il y a très très longtemps, c'est un vieux film, donc je vais pas dire des bêtises parce qu'ici on a des experts, donc Non, voilà, tout le mais monde peut s'expliquer. Ah, non, ici on est Tu relax. peux juste, même si tu l'as vu il y a longtemps, bah, juste nous dire ton souvenir et est-ce que Ton pour toi souvenir. c'était un souvenir positif ou négatif et... ok, bah écoute, avec votre permission, vu que vous avez validé voilà mon intervention parce que j'avais pas envie de dire des bêtises et des conneries, mais en fait voilà pour aller à l'essentiel, ben, merci déjà pour de faire cette room là et Simi et Simba, bah en fait moi ce que j'ai aimé dans ce film là à l'époque c'est que en fait pour la première fois on montrait un peu les réalités bah voilà des jeunes Afro-Américains, etc. Et Ah, il a disparu d'un coup. Bon, décidément, il se passe des trucs dans cette room là. Il y a des Il est enlèvements là. revenu, Il est de Simba. retour. Vas-y. J'ai été Vas-y, exécuté de la room, j'ai pas capté. Hein. Ok, bon, je vais parler rapidement alors. Donc, en gros, ouais, donc c'était romancé et tout ça, et donc je trouve que c'est bien, et je trouve et je trouve que voilà, il faut, si jamais on doit refaire un remake de ce film-là ou bien s'inspirer de ce film-là, bah c'est simple, il faudrait justement qu'on essaie de s'approprier notre propre narrative, parce que malheureusement, ce que je vois maintenant dans les films d'aujourd'hui, qui sortent de plus en plus, bah il y a une narrative qui montre autre chose de la culture noire. Donc, j'ai oublié le nom du réalisateur. Je sais pas si c'était un Afro-Américain ou... C'était les frères Hughes, hein, c'était deux Afro-Américains. Ils Bon, ont, voilà. ils ont réalisé le film, ils avaient 21 ans. C'est leur premier long métrage, comme je l'ai dit.
et ce qui va les lancer à Hollywood, quoi. Bah voilà, parfait. Bah donc voilà, c'est validé par vous, donc c'est bon. Donc ça veut dire que un film, vous voyez la différence quand c'est nous qui faisons, nous écrivons nous-mêmes notre histoire et comment on la raconte, vice versa de quand c'est les autres. Vous voyez. Donc moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est au moins un film qui est écrit par nous. Il y a un côté romancé. Oui, c'est vrai qu'il y a de la violence dans les banlieues, mais les banlieues, c'est pas que la violence, c'est aussi je termine par ça, je trouve que c'est, en fait, comme on avait, les gens, la plupart des jeunes en banlieue et surtout le contexte américain, je ne vais pas parler pour la France parce que c'est deux réalités différentes. Le film parle des banlieues aux États-Unis. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que, en fait, quand on regarde l'histoire du rap, quand on regarde l'histoire un peu même des Afro-Américains, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de faire en sorte que la culture qui était avant dans les églises ou avant par exemple, dans des lieux de culture où on n'avait pas accès. En fait, ils ont transformé la rue comme espace de culture. Et donc, c'est très fort, en fait. Aujourd'hui, malheureusement, on ne valorise pas ça. Mais je trouve qu'en fait, c'est du génie de transformer la rue en tant que pièce de théâtre vivante. Et ça, j'ai aimé ça aussi dans ce film-là. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais voilà, j'ai essayé, voilà, de raconter quelque chose. Voilà, merci beaucoup. Merci Bessie. Il y a pas de bêtises. Chaque avis peut être intéressant et le tien, en l'occurrence, l'était. Alors, on a Essama qui vient de monter. Essama, salut. Salut, bonjour à vous tous. Bonsoir, Essama. Alors, Menace to Society. Ah, Menace to Society, c'est beaucoup de bons souvenirs, hein. Moi, je suis de Sarcelles, donc je peux te dire qu'ici, on l'a beaucoup apprécié. Mais d'abord, entre Menace et Boys in the Hood, je voudrais dire que c'est deux films qui sont différents et complémentaires. Parce que Boys in the Hood, il y a beaucoup plus l'axe politique, en fait, dessus. Et en fait, lorsqu'on regarde Menace, c'est plus un film d'action et plus un film culturel aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments de culture, comme le disait le frère juste avant. On peut parler des jeans cartonnés, des Daytons, tout ça. C'est des éléments de culture qui sont devenus très forts et qui nous ont marqués et qu'on a essayé de reproduire en France à notre niveau. Mais c'est vrai qu'après, pour le côté philosophique, c'est un film qui est très violent, très violent. Mais néanmoins, c'était le premier film où est-ce qu'on voyait des Noirs qui nous ressemblaient. Nous, le film, lorsqu'il est sorti, on était tous adolescents et on a tous pu s'identifier. Contrairement à Colors, comme on disait tout à l'heure, qui était un film plutôt policier et qui était un film avec des portoricains. Donc, je dirais que mais pourquoi l'identification par rapport à un film comme Boys in the Hood ne s'est pas faite? L'identification, elle s'est faite. Si, elle s'est faite par rapport à Boys in the Hood. Mais c'est juste que c'était la génération au-dessus de nous. C'était la génération au-dessus de nous qui s'est identifiée à Boys in the Hood. Ouais, mais nous, on s'est identifié aussi à Boys in the Hood, mais il y avait moins d'armes, tu vois. Nous, on était adolescents et gardes de quartier, c'est plus facile de s'identifier à tout ça. Après, il y a beaucoup d'éléments, les mots aussi sur les éléments de langage. On peut revenir sur le mot nigger, sur les mots biatch, tout ça, c'était beaucoup plus facile, tu vois. Parce que Boys in the Hood, il faut un peu de recul pour le comprendre, tu vois. Il y a un aspect poétique qui est fort. Si tu veux, c'est un peu entre quelqu'un qui lisait, je sais pas moi, tu lisais l'affiche et tu avais Black News, tu vois. Black News, c'est différent. Tu avais le côté culturel et politique dans le hip-hop. Et après, tu as eu tous les autres magazines qui est uniquement axé sur le divertissement. Donc, on te parle souvent de l'affiche comme un magazine hip-hop ou rap, mais c'est faux. Et seulement, moi, j'ai une question pour toi parce que moi, j'ai pas ce film étant en France. Moi, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Toi, quand tu le regardes, ce film à cette époque-là, comment tu le vis? Est-ce que vous avez, ou même ceux aussi qui sont dans la roue, mais qui étaient en France à cette époque-là, comment vous l'avez vécu? Surtout qu'à cette époque, on ne voyait pas assez de noirs à la télé. Comment vous l'avez vu? Est-ce que c'était en mode, au moins, enfin, une fois, on se voit un peu, on voit des gens qui nous ressemblent? Comment vous l'avez vécu, ce film-là, et puis d'autres films de ce genre? Écoute. Nous, on l'a vécu, je vais te dire, attends, juste pour être simple, nous, on l'a vécu comme le prolongement de NWA, Ministère Hammer, et on voyait Boys in the Hood et Menace to Society. En fait, c'était un peu les images, en fait, de toute cette bande-son qu'on entendait. Tu vois, c'était l'époque, il n'y avait pas beaucoup de clips, et nous, on était contents de le voir. Hein. On était heureux même de le voir. Pour ma part, pour te répondre, Basli, moi à l'époque j'avais déjà une culture cinématographique afro-américaine, donc j'avais vu Boys in the Hood au moment de sa sortie au cinéma. C'était la pleine période, il y avait d'autres hood movies qui étaient sortis avant Menace. Il y avait notamment Juice
avec Tupac Shakur et Boys in the Hood, Juice, South Central. Donc il y avait quelques films afro-américains où on pouvait voir des noirs le cinéma afro-américain commençait à beaucoup émerger, beaucoup de jeunes réalisateurs arrivaient à Hollywood, quoi. Donc moi, à l'époque, au moment où je vois Menace to Society, je le prends, moi, comme un dessin animé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je le prends pas au sérieux. Oh, ouais, moi je le prends pas au sérieux parce que la première scène du film, la scène avec le toxicomane qui se fait tuer pour rien du tout, euh, tout, tout ça en fait, je le prends pas au sérieux et je suis même un peu déçu parce qu'il y a aucun espoir pour quand tu vois ce film-là, tu dis il y a aucun espoir pour les Afro-Américains, or que par rapport à Boys in the Hood, il y avait un espoir pour s'en sortir. Et c'est ça qui était intéressant pour moi, c'est que malgré la galère, malgré les violences policières qu'on ne montre pas dans Menace to Society, on ne montre pas la police dans Menace to Society, les violences policières, malgré tout ça, et malgré les difficultés, dans Boys in the Hood, en regardant le film, on se dit, ouais, ils peuvent s'en sortir. Et quand tu regardes Menace to Society, c'est une tragédie en fait. C'est une tragédie urbaine où personne ne s'en sort. Et ça m'avait profondément perturbé en fait. Donc moi je l'ai pris je me suis dit bon c'est un bon dessin animé, ça tire à tout va, c'est comme le Far West, un western, et tout simplement c'est comme ça que je l'ai pris ni plus ni moins en fait. Donc Ok, voilà. bah, merci. Merci. Moi, j'ai deux regards. Il y a le regard de celui qui était déjà habitué au film afro, et puis bah, c'est celui qui était merveilleux. En tout cas, merci beaucoup, franchement. Et d'ailleurs, je demande une liste à Samba et Simi, si tu peux m'envoyer aussi une liste. Parce que je pense que dans ce que vous dites là, et merci pour cette room, en fait, il y a énormément de choses qui me parlent par rapport à l'état des lieux de la représentativité de la femme noire et de l'homme noir en France, ou en tout cas en Europe. Et merci les gars de faire ça, quoi, parce que c'est chaud, quoi. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de films qui racontaient notre histoire en français. Et puis bon, il y avait très peu aussi en anglais qui nous valorisaient bien, parce que là, quand ici me dit que c'était un peu dessin animé, moi qui pensais que c'était un bon film, finalement, c'était pas ça. Non, mais c'est simplement mon point de vue, hein, Basli. Et c'est tu me dis, moi j'avais 18, 19 ans quand j'ai vu le film, et j'avais déjà cette culture cinématographique en fait, notamment pour les films afro-américains. Parce que j'avais vu Do the Right Thing, Goes in the Hood, comme je l'ai dit, j'ai cité les films que j'ai vus. Donc j'avais déjà cette, entre guillemets, maturité, le regard que je pouvais porter sur un hood movie, en fait. Que je peux comprendre qu'un mec comme Rax, à 7 ans, 8 ans, il était tout jeune, oui, il n'a pas le même regard que moi. Donc je peux comprendre ça, je comprends tout à fait. Donc voilà. Alors, merci. Alors, avant de donner la parole à Bouba et qu'on passe ensuite au débat, moi, je vais donner mon point de vue sur le film. Alors, il est tout frais parce que je l'ai revu aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai que je préfère un Boys in the Hood, mais qu'en fait, Menace, ce qui m'a marqué, c'est que je le trouve en fait, assez actuel, quoi. Je trouve qu'il marche assez bien avec ce qu'on voit encore aujourd'hui au cinéma. Je le trouve très impressionnant, très spectaculaire. Moi, ce qui m'a marqué, c'est même visuellement, c'est les armes. C'est les armes, je sais pas, ils ont mis quelle huile dessus, mais elles brillent, elles flashent les yeux et en fait, elles sont ouais, elles paraissent fascinantes et faciles en fait. Vraiment le côté, c'est stylé d'avoir une arme en main et c'est facile de tirer et un côté voilà gâchette un peu à la western aussi comme ça a été dit avant. Tandis que Boys in the Hood, il est beaucoup plus lent. Je pense que c'est pas sûr que tous les gamins d'aujourd'hui puissent regarder Boys in the Hood et trouver ça cool parce qu'ils pourraient trouver que c'est Excuse-moi de t'interrompre, Samba. Et Sama, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Attends, hop. Non, vas-y, Ouais, continue, c'est bon. Samba. Ouais, et donc oui, c'est Boys in the Hood avec un rythme plus lent. Peut-être que les jeunes d'aujourd'hui ils l'aimeraient moins, alors que Menace, il a un côté un peu plus clippé, un peu plus rythmé, qui est peut-être plus actuel. Et effectivement, je pense que c'est ça qui fait que bah en fait derrière on a eu plein de films qui ressemblent à ça quoi parce que c'était je pense assez moderne. Mais c'est vrai que bon bah en termes de propos ouais en fait c'est trop clippé. On n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de
Comme je de te l'ai mettre. dit, c'est le Far West. C'est ouais, C'est voilà. un western. Mais je sais pas Dog, si. Dog, il est cool, mais c'est juste pas possible en fait. Je suis désolé de vous. Alors, excusez-moi, Ouais, avant que ouais, vous repreniez, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait des femmes qui montent dans la ronde parce que ouais, j'aimerais bien avoir un avis féminin sur le j'avoue. film. C'est important parce que là, on est contre hommes Mm. et je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent. J'aimerais bien que, je suppose que si elles sont là, c'est que je pense qu'une bonne partie ont dû voir le film ou alors elles sont intéressées à la room au ciné-club et ça nous touche vraiment. Mais j'aimerais bien quand même qu'il y ait des femmes qui s'expriment dans cette room et sur le film Menace to Society. Voilà, tu peux reprendre. Samba, ouais, il y a juste un truc que je voulais Vas-y, dire. vas-y. Parce que tu as dit. C'était quoi que tu disais? Parce que merde, il m'a fait perdre le fil. Oh, Tu excuse-moi. disais. Non, non, c'est rien, c'est pas de ta faute. Tu disais que c'était C'est que c'était très clippé, très. Comment très. t'as dit? Voilà, très clippé, mais je pense qu'il y a quelque chose qui t'échappe un peu par rapport à Menace. C'est que moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai vu la première fois, j'étais tout petit. Donc la première fois, en vrai, je l'ai juste vu. Je l'ai pas regardé, je l'ai vu, tu vois. Mais là, après, quand je l'ai revu quand j'étais adolescent, moi, il m'a pas du tout paru clippé par rapport à là où j'habitais, hein. Il était très, très, très en phase avec ce que je vivais au quotidien, hein. Donc, je sais pas si, tu vois, je pense qu'il y a une dimension aussi où l'environnement de chacun joue sur la perception et la compréhension qu'on a de certaines œuvres de fiction qu'on peut ingurgiter, tu vois. C'est possible. C'est Parce possible. Moi, que moi, le seul truc que je me suis dit, c'est, ah ouais, bah en fait, ouais, bon, ça va un peu plus vite parce que c'est les États-Unis, parce que c'est admis que les États-Unis, ça va un peu plus vite que chez nous, tu vois. Mais genre, ouais, c'est, c'est trash, ça va vite, c'est violent, y a pas, les gens, ils veulent rien savoir, il n'y a pas de sentiment. Je me suis pas senti super dépaysé non plus, quoi. Donc, j'ai pas du tout eu l'impression de voir un clip quand j'ai regardé ce film-là. J'ai juste eu l'impression de voir un film qui dépeint une certaine réalité très crûment. Mais pas, hmm. tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois, je Et il n'y vois. avait pas de romantisation outre mesure dedans. C'est, Ouais. tiens, regarde, il se passe ça. Tiens, voilà. Tu vois Alors, ce que je veux dire? ouais, ouais, je vois totalement. Et du coup, on a Aboubacar Sakanoko, qui est Booba, Black 10, et je ne sais quel autre aka on peut L'ancien. rajouter. Mais Booba, t'es là. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur Menace? Alors, j'ai déjà eu l'occasion de l'écouter dans le Fight Club. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas écouté, est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit résumé de ce que comment tu considères? Vous m'entendez ou pas? Allô? T'es un On peu t'entend loin. pas bien, tu es loin de ton micro là. Rapproche-toi de ton micro. Vous m'entendez mieux ou pas? Ouais. Ça va un petit peu Augmente mieux, le son, vas-y. frérot. Monte le son. Attendez, j'essaie d'augmenter, je suis avec mon casque là. Allô, vous m'entendez Ouais. ou pas? Vous m'entendez Non, bien? enlève Ouais, le on casque, hein. t'entend. On va tendre Enlève le l'oreille. casque, hein, mets le haut-parleur, Booba. Allô? Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Là, on Ouais, t'entend. voilà, là c'est mieux. Ok. Voilà, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé avec Monsieur Essimi lors d'un live. On en avait déjà parlé et voilà, il avait donné son avis. On en a parlé lors du Fight Club aussi. C'était le Fight Club Menace Society versus Boys in the Hood. Moi, Menace Society, j'ai connu ce film-là quand j'avais 13 ans. Voilà, je suis de 80, donc j'avais 13 ans. Et moi, il m'a marqué, voire même choqué même. Et du coup, moi, je pense que ce film-là, il a touché notre génération à nous, c'est-à-dire ceux nés dans les années 80 et après. Et il n'a pas forcément touché la génération d'avant. Je pense que la génération d'avant était beaucoup plus touchée par Boys in the Hood. Et moi, en fait, j'en ai un souvenir positif, à la fois négatif, d'un film qui, pour moi, est négatif. Mais le problème, c'est que les gens de ma génération n'ont pas décelé le côté moral ou le message du film qui était symbolisé par le grand-père. Et c'est vrai que voilà, mais moi je trouve aussi que ce film-là, s'il n'a pas créé d'émeutes comme pour Boys in the Hood, c'est parce qu'en fait le premier, Boys in the Hood était déjà passé par là, donc c'était le deuxième pour Jeune Rudy. Et je pense aussi qu'il y avait une impression de déjà vu aux États-Unis, mais et moi je trouve que le film est actuel dans la mesure où moi ce que je pouvais vivre dans mon quartier à Grigny,
Je dis pas que c'était aussi violent, mais il y avait des scènes assez violentes. Donc du coup, je me sentais pas vraiment en déconnexion. Et moi, je me dis aussi que ce film-là, qu'est-ce que je voulais dire en fait, il a posé les bases. Hein. Malheureusement, en fait, quand ce film-là est sorti, il y avait déjà Chronique de Dre qui était sorti, me semble-t-il. Enfin, si, en 92. Me semble-t-il que Doggy Style était déjà sorti. C'est-à-dire que la banalisation et la démocratisation de la vulgarité dans le rap, cette génération-là qui était la génération après, c'est-à-dire juste avant, c'était le Public Enemy, voilà, un message assez politique. Dre, Chronique, on peut y déceler de la politique, mais... L'album de Snoop n'était pas encore sorti. Non, il n'était pas encore sorti. Ma Chronique a bien démocratisé une banalisation de la violence lyricale et tout ce qui va avec. Donc, du coup, je pense que voilà, le film était en adéquation avec tout ça. Et nous-mêmes, pourquoi Menace Society nous a touchés dans notre génération, c'est parce que nous, étant à Grigny, on n'avait pas le câble. On pouvait pas savoir ce qui se passait vraiment aux États-Unis. C'est-à-dire MTV, même Yo, Rap, on avait des cassettes qui tournaient, mais nous, on n'était pas au fait. Donc, on avait des cassettes, on avait des cassettes audio qui tournaient et quelques cassettes VHS. Donc, du coup, quand on a vu Menace, pour nous, c'était à l'instant T, la manière dont les mecs vivaient là-bas. Et du coup, je vous le dis, hein, nous, à Grigny, je parle beaucoup de Grigny, mais nous, ça nous a vraiment choqués. C'est-à-dire que, après le film Menace, parce qu'en plus, quand Menace est arrivé, nous, on pensait que c'était le 2. Tellement on parle pas anglais. On voit Menace to Society, on s'est dit, il y a un premier avant. Tu vois, nous, tellement on était dans notre délire. Tu vois. Ah ouais, Et vous, c'est vrai de ouf. Ah, tout le monde à la On croyait tous qu'il y avait non, jusqu'à des gens, ils le cherchaient, ils allaient au vidéoclub, ils menaçaient le mec à la caisse. Il est où le 1? Ah, vous êtes incroyables, les mecs. Ah non, c'est fou. Nous, on croyait que c'était le 2, frère. On voit Menace, tout Society. On savait pas que c'était un jeu de mots, avec T.O. et 2. On a dit, il est où le premier? Faut qu'on le cherche. On n'avait pas capté, nous, tu vois. Ouais, okay. Et du coup, il y a carrément des scènes qui nous ont marqués. Nous, carrément, on se dit, la manière de s'habiller quand, O-Dog, comment il est habillé avec Kenny cartonné, il a des mocassins, baissé un peu son pantalon. Et après Menace, nous, on a commencé à se donner des blazes. On a commencé à s'habiller comme dans Menace. Tu vois, ça. Clairement un avant et un après, c'est vrai ça. Alors attends, Bouba, du coup, parce que tu as commencé déjà à lancer le débat. Est-ce que tu peux poser le... Non, il y a déjà Atisso qui vient de nous rejoindre parmi nous. Bonsoir Atisso. J'aimerais bien d'abord avoir ton regard, ta critique sur le film Menace to Society. Bonsoir à tous. Moi il fait partie de mon panthéon en fait ce film-là. C'est le film des frères Hughes et voilà, je le mets dans ma rangée avec Boys in the Hood. Donc voilà, donc c'est un de mes films préférés en fait. Voilà, mais ça fait un moment que je l'ai pas vu. Je vous avoue que là je pourrais moins en parler. Moi c'est plus le sujet du jour sur lequel j'aurais aimé intervenir. Ah d'accord. Il y a aussi la première femme qui est dans ce débat et ça me fait très plaisir. Ce que je te propose, Essimi, c'est que tu lances le terme du débat et on commence par Carla. Elle donne son avis sur le film et en même temps elle donne son avis sur le débat. Alors, le débat, la question, c'est est-ce que Menace to Society a été un film néfaste pour les banlieues parisiennes, les banlieues françaises ou surtout parisiennes ou les quartiers populaires. Moi, à l'époque, je n'ai pas compris le succès et l'influence de Menace to Society dans les banlieues ou les quartiers populaires, comme je l'ai déjà dit, au détriment d'un Boys in the Hood, quoi. Parce que Menace n'avait aucun message positif et aucun message de bienveillant. Donc moi à l'époque j'attribuais son succès et cette influence en pleine explosion du gangsta rap et le film représentait absolument ça. Comment le film, l'esthétisme du film, la mise en scène, le style du film, les personnages, surtout celui de Larenstedt, O-Dog, que on peut quand même saluer le casting qui était bien, qui était un beau casting. On voyait Jada Pinkett Smith dedans, Clifton Powell, Samuel Jackson, Charles S. Dutton.
voilà, des acteurs qui allaient exploser dans les années, dans les années à venir. Et aussi toute l'imagerie qu'il y a eu autour du film, je pense, a influencé les quartiers populaires, comme on l'a un peu évoqué dans la première partie du débat. Donc, néfaste, je le pense, même si je suis quelqu'un qui vient de la province et je n'ai pas grandi dans les quartiers populaires ou les banlieues françaises, mais comme j'avais beaucoup de familles qui vivaient dans ces quartiers-là et que j'allais beaucoup leur rendre visite pendant les vacances scolaires ou les grandes vacances, j'ai vu, moi, l'influence que ça a eu Menace to Society, et je le regrette profondément sur la jeunesse noire et notamment sur les hommes noirs qui ont pris ce film-là trop au sérieux, en fait. Et c'est ça que je trouve regrettable. Donc là, le débat il est ouvert. On attend votre point de vue sur, On va commencer par si on juge le Carla. film néfaste ou pas, ou si vous jugez le film néfaste ou pas. Carla, Voilà. tu peux ouvrir ton... Alors bonsoir tout le monde. Alors pour ma Bonsoir. part, je suis pas montée au départ parce que je n'ai pas vu le film, je connais pas du tout. J'ai un petit peu écouté ce que vous disiez, donc je vous avoue que je sais pas vraiment si je serais pertinente dans ce débat, mais je suis montée parce que vous demandez à ce qu'il y ait des femmes. Peut-être qu'après, au fur et à mesure de l'évolution du débat, j'aurai des choses à apporter. Par contre, moi, quand vous avez parlé de ce film, ça m'a fait penser à un autre film qui est Le Prix à payer. Là, c'était des femmes, du coup. Du coup, ça m'a un petit peu interpellée parce que là, on parle de banlieue, on parle de drame finalement, de personnes qui se retrouvent peut-être qui se retrouvent effectivement dans des situations de précarité et certainement que ces situations de précarité sont aussi une part de ce qui construit finalement ces différentes identités et ces prises de position. En tout cas, voilà, pour l'instant, je ne pourrais pas dire grand-chose, si ce n'est que c'est en tout cas très intéressant comme room et comme débat. Donc, je vous laisse évoluer là-dedans et puis j'apporterai moi la touche féminine et peut-être que vous aurez des mots à dire sur le film Le Prix à payer, qui moi est un film qui m'a beaucoup marqué. À l'époque, je l'ai vu, j'avais 8 ans. Ok, alors pour te répondre sur Le Prix à payer, qui est Set It Off en anglais, c'est un film réalisé par F. Gary Gray. C'est son deuxième film après Friday. Friday, c'est avec Ice Cube et Chris Tucker. Et oui, Le Prix à payer, c'est pas vraiment un wood movie, hein, c'est un film de braquage. C'est 4 Afro-américaines interprétées par encore Jada Pinkett Smith. Il y a Queen Latifah, Kimberly Elize et Vivica A. Fox qui braquent une banque pour survivre. C'est surtout un film de braquage, un film d'action qui avait marqué aussi son époque. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir Le Prix à payer de F. Gary Gray. Le réalisateur aussi de Straight Outta Compton, le biopic sur NWA. Voilà. Alors du coup, il y a Almami qui est arrivé. Almami en plus qui est un grand militant des quartiers populaires, des banlieues. Donc je pense qu'il a un avis assez intéressant sur le sujet. Almami, salut. Alors Almami, en bas à droite, tu peux allumer ton micro. Alors, t'es un peu loin du micro, je sais pas, on t'entend pas très. C'est normal, je suis dans un train. Ah d'accord. On t'entend pas bien, mamie. Ah, il est où dans le train? Ouais. Ok, donc quand tu auras une connexion beaucoup plus bonne, tu pourras. Est-ce que tu peux me permettre? Voilà. Vas-y. Oui, bien sûr. Ouais. Vas-y, alors, merci de me donner la parole. En fait, ce film-là, je sais pas si je vais répondre à la question directement. Moi, j'ai réalisé un film documentaire sur le phénomène des bandes. Donc qui s'appelait donc Les bandes, le quartier et moi, et au cours d'une de mes séquences, j'ai fait allusion en fait au film Menace to Society et aussi à Warriors, en disant que effectivement ce film avait un impact en fait sur la jeunesse de nos quartiers, puisque je fais partie d'une génération en fait où quand on était adolescent ou jeune adulte, on a vu ces films-là et puis on prenait beaucoup les États-Unis en fait comme un miroir en fait. Et je pense moi d'une certaine manière que les Zoulous ou toutes les bandes qui sont formées sur une époque ont peut-être
à s'abreuver aussi donc de ce type d'histoire pour se construire ou pour se forger une certaine identité. Alors après, pour le coup, c'est chacun des individus en fait qui faisaient partie des quartiers se sont peut-être imprégnés de ces films-là et ils les ont interprétés en fait à leur manière, quoi. Dans le même temps, Menace to Society, par exemple, je sais aussi que c'est un film qui a influencé un rappeur donc de mon département, là, l'Essonne, Olkinry, qui a fait un formidable morceau. Je vous invite à écouter, où il samplait aussi à la fois donc la voix de Booba, où il faisait vraiment du storytelling en fait, donc où il racontait donc de nouveau cette fameuse séquence dans l'épicerie, donc dans le film. Donc oui, moi je pense vraiment que ce film il a eu un impact néfaste. Je n'emploierais pas nécessairement ce qualificatif-là, mais je dirais que comme on cherchait à avoir des miroirs ou des personnages dans lesquels on pouvait se projeter, et que le cinéma donc de cette période-là nous nourrissait. Voilà, c'était un tremplin, quoi, en tout cas. Voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui, en tout cas. Merci à Tissot. D'ailleurs, alors comment il s'appelle ton documentaire sur les bandes? Les bandes, le quartier et moi. Donc c'était un documentaire qui est passé sur France 5, où bon, comme chaque année, on nous expliquait que voilà, le phénomène des bandes était un phénomène nouveau, que les jeunes qui en faisaient partie étaient de plus en plus jeunes. Et donc au-delà de faire un film historique sur les bandes, ma démarche a été donc de retourner dans le quartier où moi j'habitais, et puis voilà, d'incarner un petit peu cette notion-là, à la fois auprès donc des habitants, des jeunes, de la police et de la justice, pour que chacun puisse donner en tout cas sa définition donc du mot bande. Merci à Tissot. Alors on a Ratchet qui est monté on stage. Ratchet, tu as un avis sur... Oui, bonsoir. Allô? Vous m'entendez, hein? Oui, bonsoir, on t'entend bien. Vas-y, Ratchet. Bonsoir tout le monde. Alors j'étais jeune, mais assez grande pour me rappeler du film. Et surtout, j'avais 2 grands frères, donc forcément, qui étaient assez friands de ce genre de film. Et puis de tout ce qui touchait à la culture noire américaine, gangsta rap et tout, donc de l'époque. Et alors néfaste, moi, je sais plus qui parlait avant. Je dirais pas que c'était néfaste. En plus, étant parisienne, enfin, j'ai pas vu l'impact que ça a eu sur les banlieues. En tout cas, je sais que ça a peut-être pas eu, ça a eu moins d'impact parce que, enfin, c'était assez loin de nous. Enfin, c'était super violent. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de Boys in the Hood et la démarche de Boys in the Hood qui paraissait sincère, blablabla. Ce qui est vrai. Alors que là, vraiment, mais je trouve que le film est nécessaire parce que c'était un vrai constat sur ce qu'était un homme noir américain dans les années 90. Alors pour le coup, Carla, je te conseille vivement de le voir parce que c'est vraiment un pur constat que ce qu'est un homme noir américain dans les années 90, avec la guerre des gangs, le chômage. Après, je crois qu'on n'était pas loin de... Je crois que c'était sorti après Rodney King, hein, l'affaire Rodney King, hein, l'affaire King. Exactement. Il est sorti en 93, au mois de mai en 93 aux voilà, États-Unis, et en janvier 94 en France. Pour moi, ce film, c'est un vrai testament sur ce qu'était un homme noir, un jeune homme noir dans les années 90. Je m'en rappelle parce que déjà le casting était 100% noir, quoi, 100% homme noir et même femme noire, même si on voyait que les femmes galéraient. Ouais, mais c'était vraiment axé sur l'homme noir dans les années 90 et on en parlait beaucoup. Donc je faisais ça me faisait écho à ces Titoff en fait. C'est pour ça que. Mais c'est vraiment un constat de ce qu'est un homme noir dans les années 90 avec le lot de problèmes, la dureté pour s'en sortir et la violence, le déchaînement de violence. Je crois que c'était tellement loin de nous. C'était fascinant, mais c'était tellement loin de nous que, néfaste pour les banlieues de France, je crois pas. On regardait ça comme un western, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai regardé comme un western. Ok, merci de ton regard, Ratchet.
Qui d'autre veut s'exprimer? Esama, Bouba, Daryl, Rax? Ouais, est-ce que tu peux renvoyer la question, s'il te plaît, Sumi? Non, la question c'est est-ce que le film a été néfaste pour les banlieues françaises? Ouais, moi, je trouve pas, parce que en fait, c'est toujours la même éternelle, c'est la sempiternelle question, oui, le divertissement est néfaste pour les jeunes. Eh, tous les gens que je connais, et j'en fais partie, qui ont fait des conneries, qu'on, qu'on, comment dirais-je, qui ont été marginales, hors la loi, ou tout ce que tu veux, Mhm. on l'a pas fait parce qu'on a vu un film, que ça soit Scarface qui sniffe de la coke sur son bureau ou au dog qui flingue une chinoise dans une épicerie. Personne n'a fait des conneries à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que c'est une fausse équivalence de brandir ce truc-là. Oui, non, les œuvres de fiction influencent la jeunesse, ça te montre quelque chose, mais c'est pas parce que tu as vu un film ou entendu un lyrics ou ainsi de suite que tout d'un coup tu vas chercher à acquérir une arme et que tout d'un coup tu vas aller acheter un kilo de bédo ou autre chose pour le vendre ou quoi que ce soit. Non, non, non. Généralement, la plupart du temps, ce qui motive les gens à passer de l'autre côté de la loi, c'est juste la nécessité et le besoin. C'est tout. Après, et une certaine, faut, bon, quand même, c'est vrai, pas avoir froid aux yeux d'une certaine manière, mais de là à dire que oui, parce que tu as vu tel film ou entendu telle chanson, tout d'un coup, il y a eu une ampoule qui s'est cassée ou allumée dans ta tête, je sais pas très bien, et ça y est, t'as dévié de la route normale et que donc il faut blâmer ce film ou blâmer cet album ou ce truc. Ouais, non, là, on rentre dans une facilité qui est complètement néfaste. Les gens, ils font ce qu'ils font parce qu'ils ont envie de le faire et parce qu'ils ont des raisons intrinsèques qui sont propres à eux-mêmes pour le faire. Le seul problème qu'il y a, c'est que malheureusement, par rapport à la société dans laquelle on évolue et les quartiers où on vit, ben, on était beaucoup à avoir les mêmes vies de merde et les mêmes besoins. Et ben, ça a fait un catalyseur. On s'est tous retrouvés dans certaines réalités qui a fait que ben, tu passes le pas ou tu vois ce que je veux dire, d'aller plus Ouais. loin que. Mais ça n'a rien à voir avec un film ou une C'est chanson. intéressant ce que tu dis, Rax, mais je me pose quand même une question sur quand même quelque chose que moi que j'ai trouvé marquant en fait aussi dans le film Menace, c'est la gestuelle, l'attitude en fait des personnages qui Le est look aussi. ouais, mais en fait ils ont vraiment une façon de se mouvoir, une façon de parler, une façon de réagir qui en fait qui est assez on va dire charismatique, et je me dis que ça peut quand même inspiré, mais peut-être que d'après toi, ça peut aussi être quelque chose qui existait déjà avant les films et qu'on voyait dans les Bah, quartiers. il y a toujours eu des voyous, il y a toujours eu des Kairas dans les quartiers. C'est genre, les gens n'ont pas attendu de voir un film pour se dire, ah bah tiens, on crève la dalle, on trouve pas trop de boulot, bon bah va falloir trouver des façons alternatives de remplir sa gamelle. Tu vois, personne n'a attendu Boys in the Hood ou Menace Society ou Scarface pour se dire ça. Tu vois, c'est ça que je trouve que ça devient un peu bizarre quand on rentre dans des considérations comme ça, en fait. C'est juste ça que je dis. Après, Je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, la façon de bien se sûr. mouvoir et tout. Eh ben ouais, oui, franchement, là, je pense que ça a un peu, enfin, on s'est laissé peut-être un peu influencer. Autant j'étais petite, autant je voyais comment on a pu se laisser, mais ça, c'est américain, quoi. On s'est laissé influencer par, enfin, les quartiers se sont laissés influencer par, oui, par la mode américaine, par la façon de se mouvoir, peut-être même de parler aussi, mais Je, c'était. je, je vais C'est ce qui compléter. relève de la culture noire américaine qu'on voyait, qu'on pouvait voir, parce que tout à l'heure quelqu'un le disait très bien. Enfin, tout le monde n'était pas câblé, quoi. Donc MTV, des fois, c'est vrai que c'était grâce à un pote qui avait une cassette VHS et tu pouvais voir des clips ou des trucs comme ça, où tu avais la chance de connaître un pote qui avait un pote qui avait qui était câblé et qui avait MTV, quoi. J'arrête. Ok, Je vais, ok, je vais, merci. Je peux. Françoise, bonsoir. Françoise qui vient de nous rejoindre. Une Bonsoir, habituée parmi nous. bonsoir à toutes et à tous. Je veux bien réagir sur ce que vient de dire Rax parce que je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Et en fait, dans le côté un film néfaste pour les banlieues, dans la banlieue, en fait, il n'y a pas que la racaille en fait qui vit dans la banlieue en fait. Et par rapport à ta remarque, c'est comme si on oubliait en fait le regard des autres.
et pas forcément des gens qui sont des racailles, des voyous X, Y, Z, mais en fait, les gens qui vivent aussi dans les banlieues et qui peuvent avoir, eux, un regard différent en voyant ce type de cinématographie, d'œuvre ou autre. Si on avance à quelque chose de beaucoup plus récent, quand on voit par exemple Les Misérables, il n'y a pas en fait que les gens de banlieue qui voient des films comme Les Misérables ou Menace to Society, ou en tout cas des racailles, je vais plutôt dire ça. Donc je trouve que c'est aussi intéressant de se dire, est-ce que le regard de l'autre finalement a changé sur les quartiers populaires, sur les racailles entre guillemets, etc., etc. L'idée c'est pas de se dire est-ce que ça nous a changé que nous, mais comment le regard, parce que finalement on existe à travers le regard de l'autre. Donc c'est aussi ça, je pense, qui est intéressant, parce que c'est ça, la société aussi évolue et les gens évoluent dans leur façon de penser et dans leurs influences aussi. Quand tu dis, donc ça c'est une première chose, je trouve que c'est intéressant de se dire, est-ce que finalement le regard des autres a changé sur les quartiers populaires, les banlieues, les racailles et compagnie. Et il y a autre chose quand tu dis on n'a pas attendu ou on n'attend pas de voir un film pour se transformer en gros en gangster. Ça veut aussi dire que finalement un film ne va pas nous inspirer. Et c'est un peu facile de se dire qu'il ne nous inspire pas quand c'est mauvais, et il ne nous inspire quand en tout cas on véhicule peut-être des images mauvaises ou qui sont dures pour une certaine catégorie de personnes, je vais peut-être plutôt dire ça comme ça. Et quand ça nous met en valeur, du coup, ça nous inspire. Donc je trouve que c'est un peu bizarre, parce qu'a priori, l'inspiration, ça dépend aussi de l'âge que tu as et de la maturité que tu as. Donc peut-être que quelqu'un qui est déjà gangster ou criminel ou tout ce que tu veux et qui a déjà une certaine maturité, il va peut-être pas être inspiré parce qu'il est peut-être déjà concerné. Qu'est-ce que ça donne sur des générations beaucoup plus et des populations plus jeunes? Point d'interrogation. Donc voilà ce que j'aimerais bien que je crois qu'il veut parler depuis tout à l'heure. Peut-être il peut aussi apporter son point de vue. Et Daryl aussi qu'on n'a pas entendu. Alors parce que Booba il essaye depuis tout à l'heure, mais comme il a pas Booba, d'habitude, il n'y arrive pas. Et après Daryl. Ouais, j'ai essayé depuis tout à l'heure. Mais c'est technique, hein, Clubhouse. C'est technique, hein. Excuse-nous, hein. On essaie de le faire parler. Je sais que tu bouillonnes, Booba. Vas-y, maintenant tu as la parole. Mais en fait, je vais quelque peu vous contredire un peu tous, parce que je sais qu'il y a Fix aussi dans cette salle, et nous dans notre secteur, dans le 91, c'est-à-dire Grigny, Évry Corbeil, et les Ulysse, les Baconnais et autres. Franchement, je vous le dis, ce film-là, il y a eu beaucoup de mimétisme. C'est-à-dire que vous voyez quand Odog et quand tout le reste se mettent à se tirer dessus et à braquer ou à tirer sur des mecs avec une certaine manière de tirer. C'est-à-dire, l'arme, tu la mets sur le côté, là, comme ça, là. Et ben, nous, dans notre secteur, il y a plein de mecs qui sont mis à acheter des pistolets à billes pour se tirer dessus. Mais avec des pistolets à billes. Et je vous le dis que, juste après que certains d'entre nous, ou même beaucoup d'entre nous, sont mis à voir ce film, on a changé d'attitude. C'est-à-dire qu'on a, même dans la manière de parler dans ce film, même si c'était du doublage français, on s'est mis à se parler, à s'appeler négro. Négro, ça va négro, ça dit quoi? Et aujourd'hui même, il y a même des gars à moi, aujourd'hui, enfin un particulièrement, un de mes gars de Grigny qui s'appelle K-West, il parle comme dans Menace. C'est-à-dire, après, 30 ans après, il continue. Ouais, mais Booba, c'est Grigny, frère. Oui, parce que Grigny aussi, ville la plus pauvre de France. Moi, je savais pas quand j'ai grandi là-bas, qu'on était la ville la plus pauvre où il y avait pas grand-chose et on se débrouillait comme on pouvait. Mais je vous le dis, dans notre secteur, en plus, nous, tout ce secteur-là, c'était vraiment un secteur où il y avait, lorsqu'on parle des RICS aujourd'hui, nous, dans ce secteur-là, les RICS, là, ça existe depuis 30 ans, en fait. C'est-à-dire, ce film-là, en fait, il a exacerbé des émotions et je dirais plus, ça a été plus du mimétisme que vraiment passer à l'acte. Même si certains de mecs avec qui j'ai grandi sont passés à l'acte. Je dis pas par rapport à Menace, mais eux-mêmes étaient déjà pratiquaient déjà des activités illicites mais en tout cas, Menace, je vous le dis, je pense que ça a eu une influence dans la tête de plein de gens et ça reste mon film dans ce genre-là, référence numéro 1, parce que je trouve qu'il est super actuel, la réalisation et tout ce qui va avec. Mais je le trouve, pour moi, Menace n'aurait jamais dû sortir en France. Ou même, le film n'aurait même pas dû être réalisé, ni d'être produit, parce qu'il a produit des choses assez bizarres autour de moi. Alors, Daryl. Yes.
Bonsoir à tous déjà. Bonsoir Daryl. J'ai jamais fait Paris déjà, c'est un truc qu'il faut que je raconte, que je dise. J'ai jamais fait la France, mais j'ai une histoire particulière avec ce film en fait. Tous les road movies que j'ai regardés, parce que je les ai regardés avec mes grands frères et on a grandi dans une ambiance assez années 90. Je suis de 88 déjà, donc on a grandi dans une ambiance assez années 90, Public Enemy et tout, Ice Cube, tout ce que vous voulez. J'ai écouté tout le monde. J'ai écouté Simi, j'ai écouté Booba, j'ai écouté Rax, j'ai écouté Samba. Mais je suis vraiment pas d'accord avec ni avec Simi ni avec Booba. Vous allez à l'encontre de ce que le film même veut raconter, je pense. Vous êtes, je pense que vous étiez dans un idéal de Boys in the Hood qui était très politique. Je dois l'avouer. Mais derrière Menace to Society aussi c'était un message politique qui était derrière, parce que c'était un cri du cœur à mon sens. À mon sens que les quartiers pauvres de Los Angeles, Inglewood, Southside, je sais pas comment on appelle les autres quartiers, je connais comme Tony. Ouais, le film Menace to Society, ça se passe dans le quartier de Watts. Voilà. Et il y a eu des émeutes là-bas, il paraît. Oui, en 63, les émeutes de Watts. Dans les années 63 ou 65, je sais plus. Watts. 65 plutôt. Ouais, après il y a les émeutes de comment il s'appelle déjà l'autre là Il y a les émeutes de Rodney King aussi. Ouais, ça c'est 91. Bah c'est justement c'est 91 les Rodney King et le film il est tourné en 92 je crois en fait, c'est vraiment 92. Dans la suite. Ouais, il est tourné en 92. Ouais. Moi je l'ai regardé, on va dire en 2000. En 2000, hein, j'avais quel âge? J'avais 12 ans. J'avais 12 ans la première fois que j'ai regardé Menace to Society, mais avant ça, j'avais déjà regardé tous les autres, Poetic Justice, Patati Patata et tout. Mais je disais que je n'étais pas d'accord avec vous parce que le film, c'est un cri du cœur, hein. C'est un quartier pauvre c'est l'histoire d'un quartier pauvre habité par des Noirs qui vivent le racisme, même avec des Chinois, bon, des Asiatiques. C'est pas forcément il n'a pas forcément eu un apport négatif dans les quartiers, ni même dans les quartiers d'Abidjan où on a regardé le film dans les vidéoclubs ou à la maison. C'était plutôt, on a compris ça plutôt comme un message. C'était un échange en fait, à mon avis. C'était vraiment un échange. Et ce film est plutôt, c'est vraiment un film qui est dans le panthéon des road movies. Parce que quand tu compares ça à New Jack City ou bien à Boys in the Hood. New Jack City, c'est encore autre chose pour moi. Je le considère pas comme un hood movie, je le considère plus comme un film policier où c'est un flic qui réussit à infiltrer un baron de la drogue, même si ça se passe à New York, dans les quartiers noirs et tout, mais c'est plus policier que hood movie. Ça raconte pas l'histoire des quartiers noirs à New York et tout. Donc voilà. Ouais. Moi, je les mets à peu près pareil. Bon, je suis pas rentré dans les détails, tu vois. Mais quand tu compares ces films-là, tu te dis que il y a, comment on appelle ça? Comment dire ça? Il y a un lien. Il y a un lien. Et si derrière celui qui regarde, il accroche pas et qu'il voit plutôt le volet négatif, moi, je pense que c'est tant pis, hein. C'est tant pis pour lui. Il y a tellement de choses à tirer de ce film-là. Je l'ai regardé il y a longtemps, je dois l'avouer. Mais il y a encore plein de messages à tirer de ça. Bon, voilà, c'était pour ma part ce que j'avais à dire pour l'instant. Il y a beaucoup de choses que j'ai entendues, surtout au niveau de Booba et de Rax. Je suis pas d'accord, mais bon, je vais venir au fur et à mesure. Puis-je répondre? Vas-y. Oui, bien sûr, tu peux. non, mais là pour ça. J'ai perdu le fil, mais parce que je rentrais à la maison, donc c'est un peu bizarre. En fait, moi, j'idéalise pas Boys in the Hood. Hein. C'est-à-dire que moi, Boys in the Hood, comme je disais, il touchait une génération d'avant. C'est-à-dire, Boys in the Hood, nous, on l'a vu, mais il nous a pas impacté comme il a impacté nos grands. C'est-à-dire les mecs qui avaient 4 ans ou 5 ans de plus que nous. Moi, je suis dans 80 et je sais que les mecs qui avaient 4 ans ou 5 ans de plus que nous, ils étaient plus impactés. Et moi, Boys in the Hood, le problème que j'ai avec ce film, c'est que je sais que Issimi, on en a déjà parlé, il est pas d'accord. Voilà, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Issimi sur ce film. C'est-à-dire que moi, je le trouve bien, ce film. C'est-à-dire le rôle du père, la manière dont il parle de la gentrification, la manière dont il parle de la communauté noire, la manière dont
elle est instrumentalisée aux États-Unis. C'est que Oui. moi, c'est dans la manière dont c'est emmené que je trouve pas ça assez original dans Boys in the Hood. Donc moi, je trouve le film, ici, il va être énervé, mais je trouve assez fleur bleue et pas assez. Mais parce que vous n'avez pas d'émotion, les mecs, c'est Oui, tout. non, mais c'est pas Vous ça. êtes Mais non, vous voulez jouer les voyous, les gangsters. Vous n'avez pas mais non, parce, d'émotion, c'est tout, les mecs, c'est tout. mais non, Quand mais il y a une regarde. émotion, on vous voit plus, les gars. Vous Mais non, avez regarde. joué Non. les Suggs et tout, c'est ça. Mais en non, fait. et c'est lui. Mais En vérité, non, ça n'a rien à Menace. voir. Menace, il y a un message politique, il y a de l'émotion dans Menace, en vérité. Parce Quelle que dans émotion, Menace. tiens, dans Menace. Oui. Attendez, laissez-moi finir, attendez. Vas-y, vas-y. Regarde, dans Menace. Après, c'est Sama qui parle. Ouais, Vas-y. voilà, dans Menace, déjà dès le départ, là, il y a les émeutes par rapport à Rodney King. Tu vois, donc, ils te mettent dans un contexte, dans une espèce de contexte politique où il s'est passé des choses. Après, certes, dès le départ, on voit Samuel L. Jackson, voilà, dans le contexte familial. Ben, on voit dans quel contexte Kenny a grandi. Comme je l'ai dit au départ dans mon premier propos, la morale est symbolisée par le grand-père. Moi, je sais que je suis issu d'une équipe où on était moins voyous que plein de mecs à Grigny. Donc, du coup, nous, on a été plus sensibilisés sur la morale du grand-père qui disait à Kenny, arrête, calme-toi, jusqu'à la fin, et quand Sharif se fait tuer, tout ça, moi, ça m'a choqué, ce film. Moi, carrément, j'ai retenu le côté tragédie. Tu vois, c'est un drame. Ouais. Et C'est un ça m'a drame. choqué, moi. J'ai dit, ben, en fait, faut pas faire ça. Mais j'ai des gars autour de moi qui se sont dit, il faut faire ça. Moi, je dis, non, faut pas faire ça. Ouais, mais Booba, le grand-père, le truc, c'est que je trouve qu'il est pas crédibilisé, en fait. C'est-à-dire que il est positionné comme un curé, quoi. C'est-à-dire, voilà, il aime la religion, il parle de religion, et en fait, il est déconnecté complètement, en fait, de ces jeunes-là, et donc, non seulement il peut pas Non, parler mais ça, à c'est ces une jeunes-là, caricature. Hein. Ça, c'est une caricature, je pense. bah, dans le film, c'est comme ça qu'on le Mais, voit, en tout cas. Il non, est, regarde. il est Non, déconnecté il y à a la des fois de la messages jeunesse derrière. Pas tous Non, en regarde, même temps, pas tous en même temps, pas tous en même temps. et il peut pas, en fait, être crédibilisé auprès de jeunes, quoi. En tout cas, dans la façon dont il est amené. Mais en fait, toi, la position du grand-père, t'as vu, moi, je trouve que Menace est grave, comment dire, en lien avec la réalité de l'époque. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, il a posé les bases jusqu'à aujourd'hui. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on voit dans les quartiers, et moi, ce que nous pouvions vivre dans les quartiers à l'époque, et le film est totalement actuel. C'est-à-dire que le grand-père, la manière dont il s'exprime et qu'il est relou et qu'il fait le mec religieux, on en a connu des parents comme ça. Et moi, je sais que beaucoup certains de nos parents, ils faisaient la morale, hein, comme le grand-père, hein, tu vois. C'était relou à écouter. C'est pour ça que il y a vraiment eu un phénomène d'identification par rapport à Menace. Et t'as pas connu des parents comme Furious Styles, le père Lawrence Fishburne dans Boys in the Hood. Ça, t'en as pas connu, ça. Hein? C'est le papa. C'est lui, c'est le papa. C'est lui, c'est le papa. Ou la mère d'Ice. Exactement. Ah ouais, non. La mère d'Ice Cube, par exemple. Que tu Ouais, ne mais vois pas dans, tu regardez. ne vois pas ça, tu ne vois pas ça dans Menace, en fait. Attends, laisse-moi finir. La femme monoparentale qui élève ses deux enfants, il y en a un qui bascule dans la Deux délinquance, enfants, deux Ice Cube, pères et- différents. de pères différents, et l'autre qui essaie de s'en sortir, Maurice Chestnut, en allant à l'université, en faisant carrière dans le football américain. Hein? Ah, mais Ça, regarde, c'est pas regarde, réaliste, écoutez. ça? Dans Menace, Attends, il n'y a laisse-moi. pas ça. Il n'y a pas cette position de la famille et tout. La famille n'est pas Oui, autant montrée que dans Boys in the Hood. Ouais, mais C'est Essimi. important, la famille. Mais Essimi, tu vois, les modèles dont vous parlez là, la maman monoparentale et le papa, et nous, dans les quartiers, en tout cas, dans les années 90, là, quand il y a vraiment l'ultracapitalisme a commencé à arriver, problèmes financiers, tout, des papas comme ça, c'est le papa idéal, lui. Nous, quand on voyait ce papa-là, on se disait, mais limite, nous, on en a pas D'accord, autour. c'est le père idéal. Mais la mère d'Ice Cube, la mère d'Ice Cube, Mhm. la mère d'Ice Cube, on en connaît plein, des femmes noires comme la mère d'Ice Cube. On en a connu plein. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le parcours que les mecs ont dans Menace, c'est un parcours que plein de mecs avaient et ont aujourd'hui même dans les quartiers en France. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et c'est totalement actuel, hein, je te le dis. Et pour en venir au père d'Ice Cube enfin, le père de Cuba Gooding Jr. de Cuba Gooding Jr. Trey Style. Ce père-là, t'as vu, malheureusement, dans les quartiers, enfin, même dans plein de couches sociales, pourquoi il y a autant de familles monoparentales? C'est parce qu'il y a plein de papas qui sont pas là. Oui, je Ou sais, des mais papas qui sont là. Attends. il le montre aussi Attends. dans Boys in the Hood. Donc, voilà. Attends, je voudrais juste te parler. Vas-y, Vas-y, Sama. Sama. Ouais, parce que j'entends beaucoup de choses et je suis pas d'accord avec tout ce que vous dites, notamment sur l'identification. Bien sûr qu'il y a un avant et après, tu vois, ça nous a beaucoup incité, hein. Ne serait-ce que dans les éléments de langage, les tenues, le comportement, bien sûr, ça nous a influencé.
Et bien sûr, lorsque tu fais des activités illicites, ça ne te force pas à faire, mais ça t'encourage, ça te renforce, ça te confirme que c'est la bonne manière à faire. Et il y a toujours un rapport de cause à effet entre l'art et à ce que tu vis au quotidien, ne serait-ce que sur les armes. Aujourd'hui, on voit bien qu'à l'époque, c'est le fusil à pompe, on avait tous des fusils à pompe. Aujourd'hui, c'est plutôt le Kalachnikov, parce que dans les films, c'est plutôt le Kalachnikov, donc ça augmente. Et on le voit aujourd'hui, le fusil à pompe revient avec, par exemple, le film de John Wick. Donc ça, je vous dis, parce que moi, je suis inscrit à un stand de tir. Donc ça, c'est vraiment factuel. Après, le deuxième point du rôle des parents, moi, je suis pas d'accord avec Bouba. Il y a plein de parents dans les quartiers qui éduquent leurs enfants, mais le vrai problème des quartiers, c'est que les gens, je vais être un peu fort, mais on aime bien être, je sais pas comment vous dire ça, en étant soft, mais juste pour vous dire que dans les quartiers, il y a une culture, en fait, il y a une culture de l'abrutissement. Voilà, je vais dire, il y a une culture de l'abrutissement. Et dans les quartiers, on aime être bête, il faut le dire. Il y a une culture de l'abrutissement. Dans les quartiers, il y a toujours les parents africains qui vont toujours te dire d'aller à l'école. Si tu veux pas aller à l'école, il faut pas mentir. On t'a tous dit d'aller à l'école. Le côté monoparental, ça arrive que depuis les années 2000. Tes parents, ils viennent du bled, ils sont ensemble. Même s'ils ne s'aiment pas, ils restent ensemble. Donc moi, ce truc de famille monoparentale, c'était quelque chose qui était un fait épisodique à l'époque. Maintenant, ça se propage. La société, elle a toujours été capitaliste. Mais dans les banlieues, aujourd'hui, les gens, ils aiment être bêtes, il faut le dire. De l'animateur à l'enfant, ils aiment être ça. On aime la médiocrité, on aime aller vers le bas. On se reconnaît par menace, comme je disais, parce que c'est plus facile. Boys in the Hood, tous nos parents nous ont parlé de la gentrification. Tout le monde sait ce que c'est que l'immobilier. Mais comme je te dis, de l'animateur trafiquant au petit qui veut être rappeur, c'est ça. Et pour revenir entre, par exemple, nous, Sarcelles, on avait ce côté politique dans Ministère Hammer. Si tu écoutais Ministère Hammer, il y avait toujours le côté politique. Exactement. Tu vois, le côté politique, je le dis, il a toujours été là, il était fort. Et même le côté violent, il était déjà là. Si tu écoutais du rap avant, avec ce qu'il y avait Ice-T, le chante, le premier titre de Ice-T qui était White Line, on te parle déjà de la drogue. Avec Oncle Luke, il y a déjà tout ça. Il y a l'explosion du gangsta rap qui arrive, mais comme je te dis, nous, dans le gangsta rap, on a voulu retenir que les armes. Alors qu'à côté, tu avais aussi la nation de l'islam, tu avais plein de choses. Exactement. Donc, nous, le rap français, là, le côté français hip-hop, et surtout dans le 91, parce que j'allais beaucoup, c'était dans le 91, les gens, ils retiennent que ce qui est facile à comprendre, vous parlez pas anglais, ceux qui étaient au-dessus de vous ne parlent encore moins anglais, ils sont idiots, donc ils vont vous dire les armes, les vêtements. Mais si vous étiez, par exemple, comme nous à Sarcelles, il y avait des gens comme Kenzie qui nous disaient non, la musique, c'est uniquement un moyen d'y arriver. Tu vois? Donc, il ne faut pas non plus nier la responsabilité de l'individu dans ses choix qu'il fait. Donc, oui, le film était menace, mais parce que nous aussi, on a aimé ça, tu vois. On a aimé être dans la facilité, des armes, les vêtements, tout ça. Mais il ne faut pas nier aussi ta part de responsabilité. Tu ne veux pas dire que dans les quartiers, il y a beaucoup de familles monoparentales. C'est faux, ça. Ça, c'est faux. C'est faux. Je veux juste dire que, par rapport à ce dont tu parles, l'éducation des parents, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, comme tu dis, c'était anecdotique le fait, les familles monoparentales n'étaient pas aussi propagées qu'aujourd'hui. Mais l'éducation, il y a toujours eu une éducation. Mais les parents des années 90 travaillaient beaucoup. C'est-à-dire des papas comme le papa dans Boys in the Hood. Moi, j'en connaissais peu, moi. Des mecs qui ont le temps de se poser et venir, décrire la société, la décrypter. Il y en avait peu. Je veux dire, pas comme ça, pas comme Furio Style, mais bon, qui essaye de sensibiliser son fils, d'être dans le droit chemin. Après peut-être en France, on le fait d'une autre manière, mais pas. Ouais, mais le Furio Style, il connaît l'école, le Furio Style. Là, on parle de parents qui sont analphabètes, tu vois. Ouais, mais qui te disaient, va à l'école, comme disait. Non, mais c'est quoi ces trucs-là des parents analphabètes? Non, mais ça, c'est faux. Non, mais là, vous rêvez, là. Quel parent analphabète? Moi, mes parents, ils étaient analphabètes. Doucement. C'est pas grave. Non, mais la majorité des gens qui sont en France, c'est pas parce que tu es analphabète, tu comprends pas le français ou l'anglais que tu n'as pas de culture, tu n'as pas d'éducation. C'est que moi aussi, tu peux pas avoir le même suivi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu n'as pas le même suivi quand tu connais pas comment ça fonctionne l'école, quand tu sais pas comment accompagner ton enfant, et que même tu as difficilement le temps, que quand tu es un parent comme Furio Style, qui lui, c'était un cadre dans non, mais ça, encore une fois, je te le dis sans bas. C'est parce que les gens, ils ont envie d'aller vers la facilité. Tes parents, ils t'envoient à l'école. Surtout si tes parents, ils viennent du bled, ils vont te montrer qu'il faut envoyer des Western Union, qu'il faut investir, qu'il faut se poser pour investir. Toi, tu as envie d'être dans la délinquance, d'être dans la facilité. Mais regarde, attendez, l'histoire. Est-ce que je peux rebondir? Regarde, attends, je vais te donner un exemple tout simple. Tu parles des trafics qu'il y a dans Bozindo et des trafics qu'il y a en France. On ne peut pas faire le parallèle. Si tu veux être un trafiquant et que tu es congolais, tu vends des diamants. Pourquoi tu vas vendre du shit? Tu vois, il faut être au bout d'un moment, il ne faut pas. Ce qu'il y a dans Bozindo, dans Menace Society, c'est des très bons films. Et chacun d'entre nous, là, les années 80, parce que moi, je suis la même génération que Bouba, on a retenu que ce qui nous intéressait, donc la facilité. Oui, regarde, moi, je te rejoins dans ton propos, mais il y a quand même une réalité. Tu sais, quand Samba il parle de famille où des parents sont illettrés, il y a une réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que tu as vu,
On va parler avec les mots clairs. T'as vu, moi, j'ai grandi dans des secteurs où il y avait plein de familles, où il y avait 2, 3 mamans et les enfants sont 21. Le papa, il a pas le temps. Il fait des allers-retours au bled. Il revient, il repart. C'est pas pour rien que dans les quartiers, tu vois des mamans qui vendent des glaces, qui vendent de la bouffe dehors. Parce qu'il y a une réalité. T'as vu, une réalité dans laquelle, moi, je peux me permettre d'en parler parce que je suis malien sénégalais. Il y a des papas qui sont de mes origines à moi, ou d'autres, qui, quand ils vont au bled, t'as vu, ça va être très chaud ce que je vais vous dire, hein. Mais ça prend l'argent des allocations, ça va construire la maison au bled, ça revient ici, ça prend d'autres femmes au bled aussi. Et ça, ces familles-là, là, depuis les années 90, ça existe, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire Mais qu'aujourd'hui, on dit que ça n'existait pas. Est-ce que c'est-à-dire que, c'est une majorité? C'est ça, en Voilà. fait. Est-ce que c'est la Quelle majorité? proportion, en fait? C'est ça qu'on dit. attendez. Aujourd'hui, Vas-y, c'est une Bouba, majorité. vas-y, Bouba, vas-y. Aujourd'hui, c'est une majorité dans les quartiers. Oh. Comment dire, les familles les plus nombreuses dans les quartiers aujourd'hui sont subsahariennes. Avant, c'était plus maghrébins. Les maghrébins aujourd'hui sont partis dans les pavillons. C'est ça la réalité aujourd'hui. Tu vas dans les quartiers avec des noirs, hein. Je vous le dis, dans les quartiers banlieues françaises, il n'y a que des noirs. On Et est en train des de... noirs issus de la petite subsaharienne. Je vous le dis, je me promène dans les quartiers, j'y vais, je vois ce qui se passe. J'ai des cousins dans tous les quartiers. Je vois ce qui se passe. C'est des noirs qui sont d'Afrique subsaharienne. Excusez-moi, Oui, je Rachel, peux Vas-y, juste pas Rachel. vous laisser dire que les familles monoparentales, c'était anecdotique dans les années 90. Je peux pas vous laisser dire ça. Maintenant, je sais pas quel âge vous avez, hein, tous, et d'où vous venez vraiment tous, mais si c'est l'Île-de-France, je peux pas vous laisser dire que les familles monoparentales, c'était anecdotique à cette époque. Vous pouvez pas me dire que vous n'avez pas connu, vous n'aviez pas eu un copain qui vivait qu'avec sa mère, quoi. Enfin, c'est pas possible. Non, ce que je veux Un dire, ou c'est deux, que trois. c'était C'était moins pas la propagé. majorité. C'était pas la majorité. C'était Pas la moins majorité. propagé. Regarde, C'était moi moins j'ai grandi propagé. avec, moi j'ai grandi avec pas mal d'Antillais. Tu vois, des amis à moi, c'était principalement des Antillais. Parce qu'à Grigny, il y a plusieurs quartiers. C'est-à-dire, il y a le quartier des Antillais, le quartier des Maliens sénégalais, le quartier des Turcs, le quartier des Tunisiens, le quartier des Portugais. Tu vois, ils nous ont répartis comme ça à Grigny, tu vois. Et du coup, moi j'ai grandi dans le quartier des Antillais où tous étaient qu'avec leur mère. Donc, c'est vrai que on a, comment dire, on s'est pas bien exprimé sur ce thème-là. C'est vrai que les familles monoparentales, non, c'était pas épisodique. Ça existait. Tu vois, ça existait. Moi-même, j'ai Et grandi encore. qu'avec des gars qui ont grandi qu'avec leur mère. Ouais, et Tu vois. encore plus dans les années 90. Enfin, bref. Mais juste pour revenir au grand-père de Menace to Society, c'est lui juste la voix de la raison, quoi. Et ça, il y en a dans toutes les familles. Il y a toujours, enfin, je vais prendre la mienne, je suis afrodescendante, mais des gens plus pieux qui vont te dire, qui vont essayer de te mettre sur le droit chemin. Et en ça, le film Menace to Society est juste, et peut-être pas aussi, enfin, comment je vais dire ça, va reprendre un petit peu le dessus, va se mettre un petit peu à la hauteur de Boys in the Hood, qui est vraiment un film. Moi, j'ai adoré Boys in the Hood, hein, parce que pour le coup, il y a vraiment une démarche, comme je disais, sincère et tout, et voilà quoi. Alors que Menace to Society, c'est juste un constat et c'est important d'avoir ce constat-là, surtout pour les générations futures. Mais ça reste quand même juste un constat. Et il y a toujours dans ces familles, voilà, enfin, le vieil oncle, la vieille tante, plus pieuse, qui va te dire, qui va te remettre dans le droit chemin, qui va te lire des passages de la Bible. Enfin bref. Enfin, mais les deux films sont très bons. Je voulais juste rebondir sur les familles monoparentales parce que pour le coup, Boys in the Hood faisait vraiment écho à plein de gens par rapport à ça. Enfin, famille monoparentale, 2 enfants de pères différents. Enfin, un qui est bien et un qui essaye de s'en sortir, un qui tombe dans la. Enfin, bref, le vilain petit canard, quoi. Enfin. Une mère qui aime, en plus une mère qui fait des distinctions entre ses 2 fils et ça se voit. Enfin, ça fait écho à plein. Enfin, je sais pas si si d'autres personnes peuvent monter. Je sais, Almami, je crois que tu voulais parler. Je sais pas si je t'ai entendu. Il a des problèmes, s'il est dans le train, en Je fait. voudrais bien On rebondir va reparler. rapidement, si vous me permettez. Alors vas-y, Carla, et après, on va arriver à la conclusion parce qu'on a dépassé le temps. Oui, non, pour rebondir un petit peu sur le truc des familles monoparentales, une des réalités souvent qu'on ignore, c'est que parfois le père peut être présent physiquement, mais en fait, concrètement, il n'est pas là. C'est-à-dire que même s'il va payer les factures, ce genre de choses, il ne participe pas à l'éducation de ses enfants. Donc on en arrive presque limite
à une famille monoparentale en fait. Parfois même d'ailleurs, dans ces familles-là, moi je l'ai vécu, c'est pas tout à fait une famille monoparentale, c'est une famille avec une mère qui est seule à être le parent, un père qui est absent et qui est presque comme un enfant, et un enfant qui devient un parent de substitution. Donc toutes ces choses en fait, ces dysfonctionnements familiaux participent en fait à ce que dans les quartiers on ait les déboires qu'on a aujourd'hui en fait. Il y a cette chose-là. Après, je crois que tout à l'heure, Rax, il parlait d'un truc, enfin, il parlait du fait que oui, on n'a pas attendu les films pour que certaines choses se passent. Je pense que quand même, il ne faut pas négliger le besoin d'identification que peuvent avoir des jeunes, notamment des jeunes hommes de quartier, quand tout d'un coup ils voient des films américains avec des gens noirs comme eux et tout ça. Il ne faut pas négliger le pouvoir d'identification et le besoin que peut avoir une personne, de manière générale, homme comme femme, à s'identifier en fait. Et ce besoin d'identification, parce que justement on n'a pas de modèle, on n'a pas de rôle modèle qui soit suffisamment fort. Et quand en plus on est dans un pays, comme là on prend la France du coup, où finalement dans la société on n'est pas nécessairement représenté, on ne se sent pas représenté, etc. Bah ouais, on voit un film américain avec des noirs, on se dit bah c'est le seul truc qui se rapproche à peu près de ma réalité. Donc finalement ça va être un peu mon point de référence en fait. Et donc même si ça va pas forcément pousser une personne à passer à l'acte, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont forcément venir faire que la personne va passer à l'acte, ce genre de film nourrit quand même ce qui va pousser quelqu'un à passer à l'acte au final. Donc même si ça ne participe pas à faire passer quelqu'un à l'acte, ça participe au moins au minimum à ce besoin que va avoir une personne de s'identifier à un moment donné. Et forcément, ça va un petit peu influencer un certain nombre des comportements, peut-être pas tous les comportements, peut-être pas aller jusqu'au crime, etc. Mais ça nourrit quand même quelque chose. Donc, voilà ce que je voulais dire. Mais je vais juste rebondir, excusez-moi, je prends juste 3 secondes juste pour rebondir sur ce que Rax a dit et rebondir sur ce que Carla vient de dire. Dans les années 90, il y avait un film qui s'appelait Natural Tuerney. Ouais. Et en fait, il y a eu une grande fusillade à Paris, si je me rappelle bien. Ouais, 95. Bam. Laurent Fay, Aubry Maupin, ouais, 95. Apparemment, il y avait eu une affiche de ce film dans leur squat, et bref, on a interdit le film. Je ne sais pas s'il est encore interdit. Non, il n'est plus interdit. C'est un film Tuerney d'Oliver Stone. Ouais, voilà, très bien. Parfait. Et ben, en tout cas, on l'avait interdit, et je sais qu'il avait aussi été interdit dans un État parce que, ouais, ils ont, enfin, un couple avait été aussi influencé par ce film-là. Voilà. Donc oui, des fois la fiction, la réalité rattrape la fiction, quoi. Donc, ok, merci. Mais ça n'a rien à voir. Alors on va conclure. Donc les échanges ont quand même été assez riches. On a pas mal dévié vers la fin, mais non, mais c'était intéressant. Intéressant aussi. Du coup, et Simi, on va sur les. Enfin, moi qui ai déjà une dernière intervention, on va terminer. Je sais pas, il y a quelqu'un qui veut vraiment dire quelque chose, un dernier mot ou. Allô? Ouais. Vas-y, Bouba. Voilà, j'aurais voulu dire un dernier mot, c'est que je rejoins les propos de la jeune femme qui a parlé tout de suite. Carla. Moi, je pense que Carla, c'est ça. Voilà. Moi, je pense qu'une œuvre, soit musicale ou cinématographique, enfin voilà, nous dans nos émissions, une émission qui s'appelle La Récré, on avait un débat sur l'influence du rap sur la jeunesse et on peut l'étendre à l'influence de l'art sur les gens, tu vois. Moi, je pense que des gens qui sont pas forcément structurés à un moment donné psychologiquement peuvent passer à l'acte parce que ils sont impactés par une œuvre ou des œuvres. Des gens qui sont structurés sont influencés mais ne passeront pas à l'acte parce que voilà, ils ont eu cette éducation, ils ont eu ce cadre qui a fait que. Mais voilà, en tout cas pour en revenir à Menace, moi je pense que le film est super bien réalisé, super bien, voilà, très bonne mise en scène et tout ce qui va avec. Mais en fait, moi je pense qu'il faudrait faire une fusion de Menace Society et Boys in the Hood. Voilà, là on aurait le film parfait. Voilà. Et même si je trouve que le film Menace est un film de haut niveau,
Mais malheureusement, l'impact qu'il a eu sur les quartiers en France, c'est un impact, selon moi, néfaste. Parce qu'il y a un après et un avant Menace. Et je l'ai constaté, et je le constate, et même des jeunes aujourd'hui qui vivent dans les quartiers ne s'en rendent même pas forcément compte que c'est ce film-là qui a instauré des codes dans plein de quartiers en France. Se donner des noms. Moi, je sais que avant Menace, dans mon secteur, on se donnait pas forcément des noms. On s'appelait Booba, on m'appelait Booba. Et tout d'un coup, on s'est mis à se donner des noms de clans. Même si nos générations d'avant étaient déjà dedans. Mais nous, dans notre génération, c'est ce film-là qui nous a vraiment influencés. Et malheureusement, comme j'ai dit, moi, je suis issu d'un collectif, d'une équipe assez consciente. On s'appelait CDR, Communauté Découverte Racine. Donc, nous, dans notre secteur, on était reconnus comme étant des mecs qui proposaient de lire des livres. Frantz Fanon, Charanta Diop. Donc, on prenait la tête à tout le monde pour ça. Donc, du coup, Menace, ça nous a pas impacté comme ça a impacté des groupes de mecs qui étaient déjà dans l'illicite, tout ça. D'accord. Ouais. Merci. Merci Bouba, c'était une belle conclusion. Et Simi, on peut passer à l'agenda des sorties Ouais, l'actualité du cinéma. Alors, sortie d'un docu-fiction, Marché sur l'eau, d'Aïssa Maïga, qui est en salle depuis hier en France et depuis le 5 novembre sur le continent africain, parce qu'on a aussi des auditeurs africains dans la room, où c'est un docu où il est question du réchauffement climatique au Niger. Aussi à signaler la 6e édition du Sodiki Awards 2021 qui aura lieu le 13 novembre. C'est une cérémonie qui récompense le cinéma africain et sa diaspora. Ça se passe à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il y a aussi la reprise du Soudou Cinema Talks de notre chère consoeur Claire Diao qui aura lieu le 16 novembre, à 20h au 7 Batignolles dans Paris dans le 17e. Il y aura une projection de 2 courts-métrages. Le premier, un court-métrage guadeloupéen réalisé par Nelson Foy qui s'appelle Timoun Ao, et un autre court-métrage américain qui s'appelle Résidu de Marami Guerima. Donc voilà pour l'actualité cinématographique en France et en Afrique. Et aussi une dernière chose pour les auditeurs africains. Pour savoir l'actualité des films et des sorties de salles en Afrique, il y a une application qui s'appelle ciné.africa qui est aussi un site internet. Vous avez l'actualité des films qui sortent sur le continent africain et toutes les salles de cinéma dans 18 pays africains francophones. Donc voilà, Samba, ce qu'on pouvait dire. Ok, et je me permets d'ajouter que jusqu'au 18 novembre, il y a le festival Ciné Banlieue qui a cours en ce moment, et donc vous pouvez découvrir des courts et des longs métrages réalisés par des jeunes talents issus de nos quartiers. C'est la fin de ce ciné-club afro consacré à Menace to Society. Là, cette semaine, avec Issimi, on est parti en studio pour enregistrer le trailer du podcast qu'on va lancer. Donc, vous serez tenu au courant une fois qu'il sera lancé. Et ce sera un podcast qui reprendra le contenu des rooms qu'on enregistre. Donc, voilà. Vous pourrez réécouter vos fulgurances et les bêtises qu'on aura dit, et en même temps voilà, vous pourrez partager et voilà, et puis si vous avez raté les précédentes rooms, vous pourrez vous rattraper à ce moment-là. On dit au revoir, Essimi. Oui, une dernière chose aussi, on a mis en lien là dans la room là notre page Ciné Club Afro sur notre page Instagram là sur Ciné Club Afro. Vous pouvez vous inscrire parce que vous aurez toutes les informations concernant le Ciné Club Afro. Il y aura dans quelques semaines aussi, on vous prépare des surprises. Donc pour se tenir au courant, venez nous suivre sur notre compte Instagram, le Ciné Club Afro. Et puis dans 15 jours, donc le jeudi 25 novembre à 19h30, on parlera du film, le western The Harder They Fall de Jimmy Samuel. Réalisé par Jimmy Samuel, surnommé The Bullets. C'est un western avec un casting royal, Idris Elba, Regina King, Lakeith Stanfield, Zazie Beetz, Delroy Lindo, Jonathan Major, produit par Jay-Z. C'est actuellement sur Netflix depuis le 3 novembre, je crois. Donc 15 jours, le jeudi 25 novembre, ça sera notre prochaine room dans le Ciné Club Afro. Voilà ce qu'on pouvait dire.
La Et conclusion, Samba? conclusion, comme dirait l'autre, vive le cinéma. Exactement. Vive le cinéma. À dans 15 jours. Passez une bonne soirée. Merci à tous pour toutes les interventions très riches. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Et à dans 15 jours, le jeudi 25 novembre à 19h30. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.